j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais répondre à des petites questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous mets mon petit Instagram ici si jamais vous ne me suivez pas déjà, puisque je vous lance de temps en temps des petites FAQ pour répondre un petit peu aux questions, partager un peu mon vécu, etc. Je sais que c'est des choses qui aident beaucoup les mamans qui me suivent. Et du coup, je vous ai lancé une petite boîte à questions il y a quelques jours pour un petit peu voir les questions que vous aviez et surtout les questions où il fallait que je développe un peu plus que juste une story, donc j'en ai eu quelques-unes. Du coup je vais y répondre dans cette vidéo, j'espère que ça pourra vous aider, slash vous réconforter ou vous apporter un peu conseil. Je suis personne pour conseiller quoi que ce soit, mais des fois le partage d'expérience peut aider. Je sais que moi ça m'aide beaucoup au quotidien quand je vois des mamans qui parlent de sujets qui me touchent, qui m'impactent ou autres. Donc voilà, je me suis dit que ce serait cool de partager ça avec vous aujourd'hui, de répondre à ces petites questions. Et surtout, si tu as toi des questions à poser, tu peux les poser en commentaire ou venir me suivre sur Instagram, comme ça quand je lance des petites FAQ, tu pourras poser tes questions directement parce que j'ai un peu du mal à répondre à tous les DM et des fois j'en zappe malheureusement. Donc là au moins je sais que tout est là et que je ne rate rien du tout. Du coup, les questions tournent principalement autour de la maternité. J'ai pas trop de questions sur le budget ou autre, je pensais que ça allait tomber, mais non. Donc, on va principalement parler de maternité dans cette FAQ. Et la première question, c'est comment as-tu fait pour arrêter le tire-lait et éviter les montées de lait? Alors, déjà, en fait, j'ai arrêté et j'ai su comment arrêter parce que j'avais rejoint un programme pour savoir déjà comment tirer mon lait. J'ai eu des petits soucis avec ma lactation quand mon fils s'est arrêté de prendre le sein du jour au lendemain. Et du coup, j'ai un peu paniqué et je me suis tournée vers une formation pour savoir quoi faire parce que franchement j'étais perdue. Je me suis mise à tirer 40 minutes de lait par jour alors qu'à la base j'avais une production de lait de fou. Juste je savais pas tirer mon lait et je tirais que avec des tire-lait nomades, donc bref. Je me suis formée, j'ai acheté la formation de Madame Tire-lait qui est géniale, franchement je la recommande tellement. Apprendre avant même d'avoir un bébé, comme ça déjà on a les bases. Parce qu'apprendre sur le tas, ça nous met un peu dans l'urgence et dans le stress, donc je recommande pas du tout. Et puis ça peut faire foirer une lactation complète quoi. Et puis dans sa formation, elle expliquait un peu comment arrêter. Alors moi je pense que j'ai de la chance dans le sens où j'ai une lactation qui s'adapte très vite à la hausse comme à la baisse. Et du coup quand j'ai voulu relancer ma lactation, ça s'est fait très rapidement, et quand j'ai voulu la diminuer au contraire, ça s'est aussi fait très rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que simplement j'ai espacé les tirages. Donc déjà j'avais la chance de pouvoir tirer que à des fréquences assez espacées. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je pense que vous allez comprendre. C'est-à-dire que à la base j'ai commencé le tir allaitement exclusif à 8 mois et demi quand Edouard a arrêté, donc postpartum, quand Edouard a décidé d'arrêter de prendre le sein parce qu'il était tombé malade et qu'il n'arrivait plus du tout à téter. Donc c'était hors de question pour moi d'arrêter l'allaitement, du coup je suis passée sur un tir allaitement exclusif. Ce qui se passait déjà à ce moment-là, c'est que je pouvais tirer 4 fois par jour sans tirer la nuit, j'avais pas d'engorgement. Bon après je pense que ma lactation j'étais déjà un peu avancée puisque j'étais à 8 mois et demi postpartum. Mais en plus de ça, voilà, j'avais pas d'engorgement, donc je ne tirais pas la nuit, je tirais 4 fois par jour. J'ai fait ça pendant à peu près 1 ou 2 semaines, puis je suis passée à 3 tirages parce que j'ai senti que j'en étais capable. Et je suis restée sur 3 tirages pendant un bon moment quand même, pendant bien 2 mois et demi. J'avais aucun souci de lactation, rien du tout. Et puis après j'ai senti que pareil, ça commençait un peu à me peser, j'avais besoin d'espacer un peu les tirages, sachant que j'avais toujours une bonne production puisque je tirais quand même bien 800 ml par jour minimum en faisant 3 tirages. Donc Edouard buvait autour de 400-500, donc vraiment j'avais pas besoin d'autant. Du coup j'avais décidé de passer sur 2 tirages, donc un le matin, un le soir. Et ça c'est ce qui m'a convenu le plus longtemps puisqu'au final j'ai tiré mon lait entre 8 mois et demi et 13 mois postpartum. J'ai décidé d'arrêter ensuite parce que mentalement j'en pouvais plus. La charge mentale est folle quand même quand on est maman allaitante, tire allaitante, c'est pire je trouve, mais enfin bref, voilà. Et je pense que sur les derniers mois de tirage, donc pendant peut-être 2 mois, j'ai plus les comptes exacts, mais là j'ai tiré seulement une fois le matin, une fois le soir, donc j'avais déjà ralenti en fait le rythme, j'étais pas du tout une maman tire allaitante qui tirait 5 fois par jour ou autre. Et donc quand j'ai voulu arrêter, ça a été quand même plutôt facile puisque ce que j'ai fait, c'est que j'ai repoussé en fait les tirages le plus possible. C'est-à-dire que j'ai tiré le soir avant d'aller dormir pour pas me retrouver avec un engorgement le lendemain. Puis le tirage du lendemain matin, en fait je l'ai repoussé le plus possible. Je me suis retrouvée à tirer mon lait finalement qu'à 14 h, un truc comme ça. Et puis, donc c'était mon premier tirage de la journée. Donc le soir je n'ai pas tiré puisque du coup j'avais tiré pas longtemps avant.
Et du coup le lendemain pareil je me suis retrouvée à repousser et au final je crois que j'ai repoussé le tirage à 11h ou midi, donc ça faisait quasiment 24 heures et je n'avais pas d'engorgement. Donc attention, moi j'ai pu faire ça et j'étais vachement alerte en fait des signaux de mon corps, je faisais hyper attention. Attention à ne pas vous taper une mastite ou autre parce que vous repoussez les tirages, faut vraiment s'écouter. Mais dans mon cas ça fonctionnait bien, donc j'ai repoussé et en fait à chaque fois j'ai repoussé le tirage le plus possible jusqu'à en faire donc un par jour, puis un tous les 2 jours. Puis après, j'ai pas tiré pendant 2 ou 3 jours, j'ai senti que ça s'engorgeait un peu, j'ai retiré et ensuite terminé. Voilà, donc ça s'est fini quand même assez facilement, mais la transition a été plutôt rapide parce que j'étais déjà une maman tire-allaitante qui tirait que 2 fois par jour. Donc je suis pas du tout passée de 5 tirages à repousser un tirage en 2 jours, pas du tout, ça s'est fait sur des semaines. Et bah, il faut vraiment écouter son corps en fait et le faire au fur et à mesure parce que si on essaie d'aller trop vite, bah, on peut vraiment se créer des mastites, des engorgements, des infections et c'est assez dangereux donc voilà, il faut vraiment faire attention et s'écouter. Question suivante. Pourquoi t'avais dit que tu n'utiliserais plus jamais la pilule? Eh bien, la maman qui m'a posé cette question doit me suivre depuis très longtemps parce que j'ai dit ça il y a... Je crois que j'étais au tout début de ma grossesse, donc ça doit faire 2 ans maintenant. Oui, j'ai dit que je ne prendrais plus jamais la pilule, donc déjà, pour vous resituer un peu mon parcours avec la pilule, juste pour mettre du contexte, j'ai pris la pilule pendant 10 ans, donc de mes 16 à mes 20... ouais, 16 à mes presque 26 ans, en vrai un petit peu moins que ça. Et à la fin, j'ai décidé d'arrêter la pilule pour plusieurs raisons, que ce soit des raisons de santé physique et mentale. Je me sentais très mal avec la pilule, j'avais des montagnes russes d'émotions. En fait, c'était plus moi et j'avais besoin de me ressentir moi à nouveau. J'ai découvert aussi par la suite, en faisant quelques recherches, que bah, c'était vraiment pas top pour la santé. Donc bah, du coup, je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce que je la prends alors que ça me fait du mal, quoi, autant mentalement que physiquement. Donc j'ai décidé d'arrêter, j'en ai parlé avec mon copain à l'époque, enfin c'est toujours mon chéri mais je veux dire on n'était pas mariés à l'époque. Et on en avait discuté et puis il m'avait dit bah en fait oui arrête, enfin si c'est pas bon pour ta santé et qu'en plus tu te sens mal, mais bien sûr t'arrêtes, on va trouver un autre moyen de contraception. Donc ben on s'est protégé par le préservatif, donc un moyen de contraception très classique, pas hormonal. Souvent quand je dis que je me protège pas avec un moyen de contraception hormonal, on me dit mais tu fais comment? Bah le préservatif du coup, voilà. Et puis voilà, donc j'ai décidé d'arrêter. Bon, mes cycles se sont remis quand même en marche assez rapidement. Tout est rentré dans l'ordre rapidement, donc je trouve que c'est chouette parce que j'ai quand même pris la pilule 10 ans, j'aurais pu avoir des séquelles et pas du tout. Donc voilà, j'ai retrouvé les règles douloureuses que j'avais avant de prendre la pilule. Bon, je les avais toujours un peu avec la pilule, mais moins. Et puis, ben, il y a eu aussi le fait que à ce moment-là, ça faisait déjà une petite année que je voulais un enfant, mais on n'avait pas une situation assez stable. Moi, je venais de lancer mon entreprise et puis on vivait pas du tout dans la région qu'on voulait, donc on avait décidé d'attendre. Et au final, je voulais arrêter ma pilule minimum 1 an avant d'avoir un bébé, d'essayer de créer plutôt la vie. Donc voilà, ça faisait déjà un petit moment que je prenais plus la pilule, ça faisait plus d'1 an au moment où je suis tombée enceinte. Ça faisait, ouais, ça faisait un peu plus d'1 an. Et bah, du coup j'ai décidé que je ne la reprendrai jamais parce que pour les raisons que je vous ai citées juste avant, bah, je ne voulais pas du tout remettre une contraception hormonale dans mon corps. Donc je verrai ce que je fais plus tard. Pour l'instant le préservatif nous convient très bien. Voilà, donc c'est pour ça que je ne veux plus prendre de pilules. De manière générale, je suis pas trop médicaments. Je prends des compléments alimentaires, mais ça n'a rien à voir. Mais je suis pas trop médicaments ou autre, donc c'est vrai que pour moi ça faisait sens d'arrêter la pilule. Voilà. J'ai du mal à accepter mes nouveaux seins. Comment ça va en ce moment? À ce niveau-là pour toi, pardon. Eh ben écoutez, ça va mieux. Ça va mieux. C'est vrai que après l'arrêt de l'allaitement, la poitrine change, je trouve. Enfin en fait, elle change beaucoup à partir du moment où on tombe enceinte quand même. Moi j'avais pris un bonnet ou 2 bonnets au début de ma grossesse que j'ai gardé, puis j'ai repris au moins 1 ou 2 tailles quand j'ai commencé l'allaitement. Donc c'est vrai que la poitrine elle change beaucoup. Et on se retrouve, ben, pour les femmes avec une petite poitrine de base, enfin moi j'avais pas une énorme poitrine, ça me convenait très bien par rapport à ma morphologie et tout, mais moi j'avais vraiment pas une énorme poitrine. Et j'essaierai de retrouver des photos pour vous montrer un petit peu l'évolution en vrai, pour que vous voyez de quoi je parle. Mais en fait on passe de pas trop de poitrine, enfin dans mon cas, pas trop de poitrine à forte poitrine à plus rien, sein un peu vide, enfin ouais carrément vide, et qui tombe. Et en fait c'est très dur moralement. Moi je sais que quand j'ai arrêté l'allaitement je ne m'attendais pas du tout à ça.
Et en fait je me suis retrouvée à me détester, mais vraiment me détester au plus haut point, à ne plus pouvoir avoir de rapport. C'était impossible pour moi de me montrer comme ça devant mon mari, j'ai pleuré d'ailleurs pendant les premiers rapports, enfin bref. Je vais pas rentrer dans les détails de notre intimité, mais ça a été très compliqué. Et en fait je voyais pas comment j'allais pouvoir me ressentir bien dans ce corps là, si ce n'est avoir une grossesse, retomber enceinte et réallaiter et ne plus jamais arrêter de ma vie. Voilà, je lui ai dit à mon mari, prochain bébé je n'arrête jamais d'allaiter, ok? Donc voilà, ça a été un peu compliqué, et puis en fait ce qui s'est passé c'est que bah, le corps change et la poitrine en fait se remet. Alors de ce que je comprends, c'est pas forcément le cas pour toutes les femmes, ça dépend. Mais dans mon cas en tout cas, je vais faire vraiment mon retour d'expérience, j'ai vraiment eu l'impression que ma poitrine en fait elle a repris un peu sa forme. Donc elle est pas aussi ferme qu'avant, mais elle est remplie. Elle est re-remplie à nouveau, chose qui n'était plus le cas après avoir arrêté l'allaitement. Je sentais vraiment que c'était vide en fait. Enfin vraiment je pouvais pincer mon sein comme ça, il n'y avait rien. Enfin voilà, bref. Donc écoutez, dans mon cas en tout cas je me sens mieux, et si ça peut vous guider un peu, moi j'ai trouvé qu'il y avait une nette amélioration au niveau de la forme, etc. Il y a, je dirais, un petit mois, j'ai trouvé que ça commence à s'améliorer. Donc à peu près 3 mois après l'arrêt de l'allaitement. Voilà, après 3 mois j'ai trouvé que ma poitrine elle changeait. D'ailleurs j'ai fait un test de grossesse parce que je me suis dit mais c'est pas possible, je dois être enceinte. Enfin pourquoi d'un coup elle redevient comme ça, en quelques jours en fait. Et non, non, je suis pas du tout enceinte, j'ai d'ailleurs mes règles actuellement. Simplement, en fait, bah, hormonalement, en fait, ça s'est remis un peu en marche, j'ai l'impression, et du coup, c'est redevenu à peu près normal. C'est pas comme avant, mais enfin, franchement, je me sens plus mal dans mon corps par rapport à ça, vraiment pas de soucis. Je pense quand même que j'aurai recours à de la chirurgie plus tard, mais je verrai, franchement, une fois que j'aurai eu tous mes enfants, que j'aurai allaité, etc. C'est quand même un truc qui me trotte dans la tête. Mais on verra, honnêtement, ça se trouve je me sentirai très bien comme ça et puis j'aurai envie de me foutre la paix. Donc voilà, à l'heure actuelle, écoutez, ça va. Et je suis contente de pouvoir le dire parce que j'ai chialé quand même pas mal de fois. Voilà. Alors, j'ai une autre question par rapport à l'allaitement qui est: est-ce que je peux faire le sevrage que d'un sein et tirer le lait de l'autre? En gros, mon bébé a 1 an et 2 mois. Bon, alors je suis pas du tout conseillère en allaitement, mais je sais qu'il y a des mamans qui allaitent uniquement d'un sein, donc je pense qu'en pratique ça doit pouvoir se faire. Je sais pas quelle est la raison pour laquelle tu veux te sevrer d'un sein seulement. Je sais pas du tout. Mais je pense qu'en pratique ça doit pouvoir se faire. Par contre, d'un point de vue hormones, à mon avis, c'est pas à l'arrêt comme si tu arrêtais complètement d'allaiter, dans le sens où bah, t'as toujours une production, même si c'est que d'un côté. Donc je sais qu'il y a des mamans qui n'allaitent que d'un sein, donc j'imagine que c'est possible. Mais bah, par rapport à, dans ton cas, les raisons qui te poussent à faire ça, je pense qu'il faudrait que tu contactes peut-être une conseillère en lactation pour lui poser la question, tout simplement. Mais bon, en pratique, à mon avis, ça se fait très bien. Une question qui n'a pas trop à voir avec la maternité, mais qui est intéressante et à laquelle je voulais répondre parce que dans la vie en général, c'est une question qu'on me pose beaucoup. C'est: quels seraient tes conseils pour changer de région? C'est vrai que j'en ai encore discuté ce week-end autour d'une table à un mariage avec des personnes que j'ai rencontrées qui étaient adorables et qui voulaient passer de la région parisienne à potentiellement la Haute-Savoie, justement, et c'est exactement ce que j'ai fait. Du coup, ils me posaient la question et me dire: mais comment t'as fait? Parce que, en fait, quand on a un job en région parisienne et qu'on veut trouver un job dans une autre région et qu'on n'est pas muté, qu'on a en plus des enfants, parce que là c'était le cas, ils avaient 2 enfants, ils n'ont pas d'adresse ici, enfin c'est très compliqué en fait, parce que quand on cherche un appartement, on va nous demander un poste, un CDI dans la région, enfin voilà, pour justifier en fait l'appart quoi, pour justifier les revenus, etc. Et pour trouver un travail, il nous faut une boîte aux lettres, enfin une adresse dans la région, sinon en fait l'employeur ne regarde même pas le CV quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, et je sais que nous, on a eu de la chance parce que mon chéri a trouvé un poste ici, un employeur qui n'avait pas regardé. Alors bon, ensuite il a été licencié pour raisons économiques, mais bref. Il avait trouvé un poste ici, l'employeur n'avait pas regardé les adresses, simplement il lui a demandé, enfin voilà, il lui a dit vous vivez où et tout, et puis il lui a dit actuellement en région parisienne, mais en fait si je suis pris, j'emménage, enfin j'arrive en fait, si je n'ai pas d'appart c'est pas grave, je prendrai l'hôtel, mais je serai là. Donc nous on savait qu'on pouvait faire ça, mais on n'avait pas d'enfants aussi à cette époque là, donc on réfléchissait forcément un peu différemment. Donc on avait pu avoir le travail comme ça, et ensuite on avait eu quelqu'un qui nous avait fait confiance pour l'appartement et on avait eu du bol parce que du coup il avait un CDI mais il était en période d'essai quoi.
Donc ça c'est pas toujours simple et d'expérience on l'a revécu ici en changeant de ville et même pas de région. On a déménagé à 1 heure de chez nous et puis en fait, et ben, comme mon mari était en période d'essai, il fallait qu'on change de logement parce qu'on vivait loin de son travail. Et bah, comme il était en période d'essai, personne ne nous faisait confiance. Donc ça c'est pas simple. Et finalement on est passé par un organisme, donc c'est pour ça aussi que je voulais répondre à cette question parce que moi je connaissais pas du tout ça et je pense que ça aurait pu nous sauver. C'est Action Logement. Et en fait, bah, c'est, si vous voulez, un organisme en fait, qui vous aide quand vous avez une situation un peu spéciale. Donc je sais pas si c'est forcément des logements sociaux, je pense pas. Peut-être que si. Mais en gros, quand vous avez une situation un peu particulière, donc typiquement quand vous êtes en période d'essai, et en fait, ici, l'appartement dans lequel je suis maintenant, c'est grâce à ça qu'on l'a eu. C'est un logement qu'on a eu parce qu'il était en période d'essai, et il y a une espèce de garantie de l'État derrière s'il y a quoi que ce soit. Enfin bref, bon, au final, maintenant, il est embauché, mais voilà, donc je vous conseille de regarder, nous l'agence s'appelait Inli, I-N-L-I, mais il y en a plusieurs et je vous conseille vraiment de regarder si vous avez du mal à trouver un logement parce qu'ils peuvent vous aider dans des situations un peu spéciales comme ça, vous n'avez pas un CDI hors période d'essai, 3 fois le montant du loyer ou autre, ils peuvent vraiment vous aider. Donc regardez, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Moi ce que je peux vous conseiller aussi, parfois, c'est pas très honnête, mais c'est de mentir et de mettre l'adresse d'une boîte aux lettres potentiellement de quelqu'un que vous connaissez. Nous d'ailleurs on a proposé du coup à ces personnes-là, s'ils avaient besoin d'une adresse, bah, de prêter la nôtre puisqu'on vit juste à côté d'Annecy, donc bah, qu'ils n'hésitent pas. Mais c'est pas toujours facile et c'est vrai que du coup les employeurs font pas forcément confiance et si on n'a pas d'emploi on peut pas trouver d'appartement, enfin... Voilà, vous voyez l'engrenage. En tout cas, regardez par rapport à ça et à Action Logement et si vous êtes dans cette situation, bah, ça pourra sûrement vous aider. Ah oui, cette question-là, elle revient assez souvent aussi. Par rapport à mon fils et par rapport au repas que je lui donne. Alors c'est vrai qu'Edouard il mange comme nous depuis maintenant très longtemps, hein. Franchement il a commencé à manger comme nous, je pense qu'il avait 9 ou 10 mois. Simplement quand il y avait des textures un peu trop solides, ben, on s'adaptait mais c'était rare quand même, en général on essayait justement nous d'adapter nos assiettes. Et vous m'avez beaucoup demandé comment ça se passait par rapport au fait de mettre du sel dans ses plats, par rapport au dessert, etc. Je pense, alors déjà pour répondre à la question du sel, bah simplement on sale pas nos plats en fait, c'est très rare, des fois il y a une petite pincée de sel ou alors si je veux faire du pain maison ou autre il va y en avoir, mais sinon en fait on ne sale pas les plats et on va venir saler notre assiette. Voilà, enfin moi ça m'a toujours paru très évident de faire comme ça, mais je pense que ça dépend de si on cuisine nous-mêmes ou non. Comme moi je cuisine tout maison, ben du coup simplement je ne sale pas et je sale au moment de manger, de servir. Et on m'a aussi demandé du coup pour les desserts, comment est-ce que je m'organisais, qu'est-ce que je faisais manger, etc. Je pense que ça dépend beaucoup de vos habitudes alimentaires. Moi, en fait, mes desserts, c'est un carré de chocolat noir et des fruits. Du fromage blanc parfois, mais enfin, c'est vraiment... j'ai pas de yaourt, j'ai pas de gâteau, j'ai pas tout ça chez moi, c'est pas quelque chose que je consomme du tout. Donc c'est plutôt facile en fait, on va simplement lui proposer un fruit. S'il n'a pas eu de source de produits laitiers sur son repas, bah un petit suisse ou un peu de yaourt, enfin de fromage blanc. Bah il mange pas de chocolat, du coup ça arrive qu'il y en ait dans des pâtisseries où on va faire avec du cacao non sucré, mais sinon il mange pas de chocolat. Mais voilà, c'est tout en fait, j'ai pas plus de ressources ou de conseils à donner parce que simplement nous on mange des fruits en dessert, donc voilà. On m'a aussi demandé, ah si vous voyez il y a une question sur les finances un peu, enfin pas vraiment mais sur la maison. Vous voulez rester dans le même secteur pour acheter une maison? Alors oui, on veut rester dans le même secteur pour acheter une maison, on est en recherche autour d'Annecy. Tout simplement parce que Valentin a son travail là-bas et que c'est très important pour nous qu'il puisse être proche de son travail pour pouvoir rentrer le midi, pouvoir pas passer 2 heures dans la voiture. Enfin, c'est quelque chose qu'il a beaucoup fait avant. Valentin, il va avoir 32 ans et c'est vrai que je pense que la majorité de sa vie de salarié, il a travaillé à 1 heure, 1 heure et demie de voiture de chez lui. Enfin, en région parisienne, c'était pas beaucoup de kilomètres, mais c'était toujours hyper long. Donc aujourd'hui on priorise le fait qu'on est notre famille, on priorise vraiment le temps de voiture en fait, on veut qu'il ait le moins de temps de voiture possible. Donc on aimerait continuer qu'il vive en fait à 15 minutes de son travail, et je vis avec lui et Edouard, donc forcément on vit tous ensemble. Et donc on veut une maison qui soit quand même proche, 15 à 20 minutes maximum. Donc c'est vrai que ça diminue vachement les critères de recherche parce que on est limité sur la zone géographique. Mais c'est trop important pour nous et on préfère, je sais pas, mettre 2-3 ans de plus à trouver une maison, mais être vraiment dans nos critères. Sachant qu'on les a un petit peu modifiés quand même, et qu'actuellement on ne veut plus simplement une maison, mais plutôt encore de ferme à rénover. Voilà.
À la base on partait sur pas trop de travaux parce qu'on n'a pas trop le temps et en fait plus ça va et plus on se dit non mais c'est pas possible, pour avoir vraiment la maison de nos rêves, ben c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc voilà, je sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais vous en parler sinon, mais je pense que finalement ça va prendre un peu plus de temps que prévu et surtout l'apport nécessaire est supérieur à ce qui était prévu aussi. Je pense qu'il faut à minima doubler l'apport, donc plus 30 000 mais bien 60 000. Voilà, je vous ai fait une vidéo sur le sujet par rapport à l'apport de 30 000 € sur une année, donc je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Mais du coup l'apport va probablement fortement augmenter. Voilà. C'est tout pour les questions du jour, c'était une petite FAQ légère avec des petites questions, voilà. J'espère que ça vous a plu, moi j'aime bien ce genre de vidéo un petit peu plus posée, moins travaillée aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir, à vous abonner si c'est pas encore fait. Puis si vous voulez participer aux prochaines FAQ, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous remets mon nom de compte ici, comme ça vous pouvez venir vous abonner et ne pas rater les prochaines FAQ. Et puis voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.